Deuxième partie de Frontal, le numéro de ce jour, est consacré au décryptage du fonctionnement de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Une communauté qui vient de perdre 3 de ses membres. Professeur Johnson, pour vous, personne, aucun État de la CEDEAO ne respecte les règles de la CEDEAO. C'est ce qui explique aujourd'hui ce 2 poids, 2 mesures que vous constatez et dénoncez. Oui, mon collègue a dit quelque chose qui me paraît fondamental, c'est par rapport aux institutions. Oui. Et il a mis en évidence que les institutions sont fondées sur des règles, etc. Mais se pose le problème, effectivement, de la rédaction qui est liée à ces règles. C'est important. Si l'institution est mal architecturée, il y a des failles qui sont directement manifestes et qui aboutissent à des situations d'impasse. Absolument, il faut en tenir compte. Bon, après, maintenant, lorsqu'on dit que c'est la CEDEAO des peuples, Oui. et un chef d'État récemment a dit, c'est celui du Bénin, qui a annoncé qu'ils sont allés trop loin, puisque le peuple béninois, lui a spécifié qu'il n'était pas d'accord contre l'exécution de ces sanctions. D'accord avec l'exécution, vous Oui. voulez dire. Des sanctions prises contre le Niger. Oui, contre le Niger. Il dit que son peuple lui a dit non. Mais il a dit, vous me dites non, néanmoins, je vais le faire. Donc, ce qui nous amène à dire... Bon, son peuple lui a dit non, il n'a pas consulté le Mais peuple. certes, Des Béninois lui ont parlé. Ne continuons pas. Oui. C'est pas l'objet du débat. Oui, L'objet du débat, c'est de dire réellement, ceux qui appartiennent à cette organisation, ont-ils la marge de manœuvre? Ont-ils ce que j'appellerais la maîtrise de l'emploi des moyens? C'est ça la question fondamentale. Après, maintenant, vous savez, s'il y a des failles, ces failles, eh ben, la preuve, c'est que comme... Quelles failles identifiez-vous de façon concrète? Quelles sont les failles que vous avez identifiées et qui plombent, selon vous, là? J'étais en train de rebondir sur l'observation qu'avait faite mon collègue. Oui. J'ai dit que tout simplement, si nous nous retrouvons dans cette situation-là, c'est parce qu'il y avait des failles ou bien l'architecture, en fait, du texte n'a pas été correctement. Justement, les garde-fous n'étaient pas là. Bon, mais parce que, en fait, en réalité, vous avez la Constitution, mais au-delà de la Constitution, vous avez un problème de l'éthique. L'éthique est au-dessus de la Constitution. Oui. Il faut le savoir, ça. Oui. D'accord? Comme je le dis, en fait, l'éthique est le point focal qui met en exergue les règles, les devoirs auxquels les hommes doivent tous obéissance. C'est ça, l'éthique. Oui, mais elle précède l'élaboration de la règle. Et dès lors que la règle elle est établie, on considère qu'elle prend en compte les exigences liées à l'éthique et à la morale. Pas forcément. Ah, pas forcément. Non, mais pas forcément. La preuve c'est que lorsqu'il y a viol ou désobéissance des règles, c'est qu'on ne respecte pas l'éthique. Ah, vous parlez notamment de la fermeture des frontières qui prive un peuple de la circulation des biens de consommation. Entre autres. Et le fait que Macky Sall n'ait pas respecté la Constitution. Oui. Quand il ne respecte pas la Constitution, en fait, c'est une éthique qui lui permet, il ne respecte pas l'éthique par rapport à la Constitution. Il y a une Constitution qui est là, nous devons la respecter, il la viole. N'est-ce pas? C'est d'abord un problème d'éthique. Madame Brigitte Ameganvi, nous aurions tort de simplifier à l'essai la problématique. La question n'est pas simple. Selon vous, comment a été réglée la question des souverainetés? Qu'est-ce qui a été véritablement négocié? À partir de quand est-ce que la CEDEAO doit intervenir et où commence l'exercice de la souveraineté des États membres? Alors, moi, je partirais d'un principe, c'est qu'il n'y a pas de faille, d'abord. Il n'y a pas de faille, d'autant plus que ce qui a été fait l'a été au nom d'un principe. On parle de protocole additionnel. C'est ça. Mais protocole additionnel à quoi? C'est un additionnel au protocole de 1999, décembre 1999, qui s'appelle « Protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité ». Oui. Et c'est donc à ce titre-là
que lorsque il y a guerre, conflit civil, etc., comme c'était le cas au Libéria, etc., la CEDEAO intervient militairement. Bien sûr. Mais en revanche, lorsqu'on n'est pas encore dans ce cas de figure, c'est la partie civile du protocole qui s'applique, toujours dans cet objectif de prévention, et c'est la raison pour laquelle la CEDEAO a défini des règles démocratiques, parce que ces règles-là ont été jugées comme étant les seules en mesure de prévenir les conflits. Voilà, donc à partir de ce moment-là, regardons un peu ce qui s'est passé au Togo en 2005. Lorsque, en février 2005. En février 2005, c'est réellement l'anniversaire là, de cette page douloureuse du Togo, lorsque Faure Gnassingbé a été imposé au pouvoir par un groupe de militaires au décès de son père. Oui, vous l'avez dit en introduction, la CEDEAO n'aime pas les coups d'État. Donc la CEDEAO est intervenue en disant non, on n'accepte pas un coup d'État militaire, donc il faudrait que vous reculiez. Et donc le pays a été suspendu conformément au protocole. Et c'est ce protocole-là et celui-là seulement qui a été cité pour justifier l'action de la CEDEAO. Mais lorsque les militaires ont reculé, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un coup d'État constitutionnel. Parce qu'il y a eu un mercenaire français, Charles Debache, qui a été extrait d'un hôtel au Bénin, ça peu de gens le savent, hôtel où il était descendu la veille avec le président de l'Assemblée nationale qui devait assurer la transition. Fambaré Nachaba. Fambaré Nachaba. Et au petit matin, le lendemain, après le petit déjeuner, il y a un avion militaire qui est venu extraire Charles Debache et qui a laissé Fambaré Nachaba à Cotonou. Et Charles Debache a convoqué une session extraordinaire de l'Assemblée nationale. Et donc, ils ont constaté l'absence... La vacance du pouvoir. La vacance du pouvoir. Le dauphin constitutionnel est bloqué à Cotonou. Voilà. Et donc, il a commencé à supprimer l'article 69, je crois, de mémoire de la Constitution, qui interdit toute modification constitutionnelle pendant une période de vacances de pouvoir. Et à partir de là, il a tripatouillé largement pour faire en sorte que Faure Gnassingbé devienne, en une après-midi, qui quitte son poste de ministre de l'équipement qu'il était, il redevient député, il est élu président de l'Assemblée nationale pour diriger la transition, non pas jusque pendant la période de transition de 60 jours, telle que le prévoyait l'ancienne Constitution, mais pour terminer le mandat de son père. Oui, mais... Et la CEDEAO avait cautionné ça, et c'était Alpha Omar Konaré, qui était commissaire de l'Union africaine à l'époque, qui avait protesté. Il y a eu une interview très célèbre sur RFI, où il avait dénoncé les mercenaires en col blanc, et en fait, l'espèce de gouvernement de putschistes a fait semblant de reculer, et la CEDEAO a cautionné l'élection frauduleuse, un coup d'État électoral qui a maintenu, qui a replacé Faure Gnassingbé au pouvoir, et il y est toujours aujourd'hui. Madame Alors, Gavi, comment, moi j'estime le cas intéressant, oui, au regard de la question que j'ai posée, oui, qu'est-ce que la CEDEAO peut faire dans ce cas? Ma question était comment on règle la question des souverainetés nationales. À partir de quand est-ce que la CEDEAO peut dire ce qui se passe là, ce n'est plus seulement une question nationale, il faut que j'intervienne? À partir du moment où on appartient à une organisation régionale, oui, on renonce à une partie de sa souveraineté. C'est vrai. Et on renonce à cette partie de sa souveraineté au profit des règles communes, des règles vivre ensemble qu'on s'est fixées. Et pour moi, ces règles de vivre ensemble, c'est le protocole, le traité rénové de 93, ce sont les différents instruments qui ont abouti au protocole de 99 que je cite, et qui se sont poursuivis avec le protocole de 2021. Donc, ce sont ces règles-là de vivre ensemble qu'il faut respecter et sur lesquelles, à partir du moment où on commence à faire une entorse à quelqu'un, transiger. Voilà, c'est du deux poids, deux mesures. La CEDEAO est intervenue tout à fait légitimement au Libéria parce qu'il fallait mettre fin à une guerre civile, en Sierra Leone également, mais en termes de gestion et de règlement des conflits et de maintien de la paix, qu'est-ce qu'elle a fait quand le Mali a été attaqué par les djihadistes ? Quand le Niger et le Burkina Faso ont perdu la moitié de leur territoire au profit des terroristes? Rien.
En revanche, il y a un coup d'État et voilà la CEDEAO qui s'en mêle et qui veut faire la guerre à ses membres en bloquant les frontières, en mettant en place des sanctions iniques qui n'existent nulle part dans C'est très intéressant. Et ce que vous dites, Madame Ameganvi, bon... petite parenthèse, il y avait quand même quelques soldats de la CEDEAO qui ont participé à la MINUSMA. Elle a été inefficace, c'est vrai, elle n'a rien apporté, mais il y avait quand même quelques soldats africains. Mais très rapidement, Jean-François Akanji-Konvé, disons les choses clairement. Sans langue de bois, ce qui se passe avec la CEDEAO, c'est un conflit entre deux visions. Une vision des civils, enfin, deux pratiques politiques, je vais dire. Une pratique politique des chefs d'État civils qui, eux, s'autorisent ce que vous avez appelé avant la pause les coups d'État constitutionnels et se posent en démocrate pour réprimander les militaires qui, eux aussi, sont à condamner, mais qui prennent aussi frauduleusement le pouvoir. Comment on s'en sort ? Mais comment on s'en sort ? D'abord, il faut en revenir à une vérité première des organisations. Les organisations sont comme les humains, le corps humain. On avance, vous et moi, nous avançons en âge, nous avançons en sagesse, éventuellement, on le souhaite, et nous avançons en intelligence des choses et des situations. Et une organisation évolue par paliers, par étapes. Toute organisation, et d'ailleurs, Madame le rappelait très bien tout à l'heure, en parlant de protocole additionnel, c'est parce que, au fur et à mesure de l'avancement, on a estimé qu'on pouvait ajouter de nouveaux éléments, de nouveaux étages à l'organisation, et donc améliorer. En tout cas, l'idée de départ, c'était d'améliorer, et rien n'empêche. Les traités sont ouverts. Ils peuvent être modifiés. La pratique des États est ouverte. Elle peut être modifiée. La sortie, c'est lorsqu'on a tout tenté et qu'on n'y a pas réussi. Ce n'est pas le cas dans ce que vous avez cité tout à l'heure. Nous n'avons pas le temps pour approfondir là-dessus. Mais je voudrais tout de même signaler très brièvement deux choses. On dit que la CEDEAO a été absente partout. Ce n'est pas vrai dans la pratique. Il se trouve que je connais très bien l'AES. L'AES, c'est un traité qui a mis en place à la fin des années 70, au début des années 70, l'autorité du Liptako-Gourma. Parce que cette région-là, du Liptako-Gourma, qui couvre les 3 pays, est une région qui a toujours été une région de crise. Et d'ailleurs, historiquement, c'est une région qui n'a jamais été soumise à aucune autorité, y compris lors de la colonisation. Ils ont toujours été actifs. Oui. Et l'autorité du Liptako-Gourma était censée réaliser l'intégration économique, la sécurisation de ce territoire, qui est commun aux trois pays, etc. Mais la chose que l'on oublie, c'est que dès le départ, la CEDEAO existait auparavant. Dès le départ, et dans le traité révisé de cette AES, oui, c'est-à-dire de l'autorité du Liptako-Gourma, oui, il y a un article, je ne vais pas être très technique ici, qui prévoit une coopération avec la CEDEAO. Et dans tous les projets qui ont été mis en œuvre, oui, financièrement, c'était la CEDEAO qui était là. Les projets d'infrastructure, les projets de... Donc, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. La deuxième chose que je voudrais signaler... Oui, mais n'oubliez pas la question des coups d'État. Oui, c'est très important. Je vais y venir. La deuxième chose que je voudrais souligner ici, c'est que j'ai dit tout à l'heure que je partageais ce diagnostic qui consistait à reprocher à la CEDEAO de ne pas avoir fait encore la CEDEAO des peuples. Oui. Oui. Mais... palier par palier. Aujourd'hui, il y a un élément de la CEDEAO des peuples qui est une réalité. C'est la CEDEAO des citoyens justiciables qui peuvent aller devant la Cour de justice de la CEDEAO. Je prendrai juste un exemple. Oui. Lorsqu'il y a eu le problème du déversement du pétrole, oui, venant du Nigeria sur le Niger, oui, avec les conséquences que cela a pour les populations. Oui. On a saisi qui? Les citoyens, les communautés ont saisi qui? Ils ont saisi la Cour de justice de la CEDEAO. C'est la Cour de justice de la CEDEAO qui est, depuis, à partir de ces protocoles, protectrice de tous les droits fondamentaux des peuples, des citoyens de cette zone, qui peuvent le saisir, même lorsque leur juridiction nationale ne veulent pas, ils peuvent saisir. C'est comme cela que la Cour de justice de la CEDEAO a rendu une décision pour faire droit aux populations nigériennes, qui font aujourd'hui partie de l'AES,
et pour que ces populations puissent être indemnisées. Donc, on retient ça comme avancé. Donc, il y a des avancées. Bien sûr, on retient ça comme avancé. Donc, mais pour revenir à la question des coups d'État, mais je ne peux que constater avec les autres qu'il y a une politique du 2 poids 2 mesures. Et c'est ça qui tue aujourd'hui l'organisation, parce que il y a une sorte de kyste, avec un paradoxe. Avec un paradoxe. Aujourd'hui, il y a un certain nombre d'entre nous qui disent « Regardez, Macky Sall a fait ceci, donc la CEDEAO ne doit plus exister. » Parce qu'il a violé, il a procédé à une rupture de l'ordre constitutionnel, et donc il a violé le principe démocratique. Donc, CEDEAO doit mourir. Mais de l'autre côté, on dit la CEDEAO doit mourir. Pourquoi ? Parce que nous avons provoqué une rupture de l'ordre constitutionnel et que la CEDEAO a osé intervenir. Donc, vous voyez un peu, c'est deux choses qui participent à la contradiction dans la zone. Il est vrai qu'il faut transformer les règles, je le réitère ici, et ceci ne se fera pas seulement par les institutions, parce que derrière les institutions, il y a des hommes qui sont des chefs d'État, et le reproche qu'on fait à la CEDEAO habituellement, c'est d'être un club de chefs d'État, un club d'amis, un club de chefs d'État. Aujourd'hui, il appartient au peuple de la CEDEAO de pouvoir se mobiliser pour construire concrètement cette CEDEAO des peuples, à travers non seulement des traités, mais en étant, je dirais, exigeants avec leurs propres gouvernants, parce que ce que Madame a dit tout à l'heure, nous savons très bien que c'est notre talon d'Achille en Afrique pour construire la dynamique africaine et l'Union africaine, c'est que personne ne veut procéder à un transfert de souveraineté, c'est-à-dire au transfert du pouvoir qu'il veut absolu dans son pays, chaque président. Et donc nous construisons des artifices d'organisation sans transfert de souveraineté, avec des textes qui sont beaux, mais qui n'ont pas des chances de se concrétiser. Parce que les décisions, entre autres, des juridictions ne sont pas non plus... Et j'ajoute juste un élément qui est que moi, je viens d'Afrique centrale, vous savez très bien, je suis centrafricain, et donc nous, c'est avec un grand regret que nous voyons ce qui est en train de se passer, parce qu'en Afrique centrale, notre horizon de rêve, c'était ce qui se passait à la CEDEAO. Très rapidement, professeur Johnson, avant qu'on ne marque une pause, on me rappelle qu'on doit marquer la pause. Mon collègue vient me donner des arguments qui m'amènent à prouver qu'il faut la dislocation de la CEDEAO, à travers ce qu'il vient de démontrer. Lorsqu'il parle de la CEDEAO des peuples, c'est que je dis, il faut refaire une reconfiguration, un re-engineering institutionnel. Sauf que ce que je dis, c'est que la question du peuple traverse aussi l'AES, et dramatiquement, parce que le peuple n'est pas là. Et moi, je dis qu'il faut un re-engineering institutionnel. Un aggiornamento de l'organisation. Absolument, absolument. Parce que si nous nous retrouvons dans une situation, d'ailleurs, c'est bien connu, ça, c'est-à-dire, vous avez une institution qui ne fonctionne pas. Lorsque vous avez une institution qui ne fonctionne pas, et puis là-dessus, Madame Améganvi, je vais utiliser un terme de management. Vous avez une activité qui est un poids mort. Hein, soit vous l'occupez la tête, soit vous la cédez à une autre personne qui est capable de la reconfigurer, n'est-ce pas? La CEDEAO, telle que, moi je veux bien qu'on me dise qu'il y a eu des acquis, on ne va pas renoncer à ces acquis, c'est vrai, c'est manifeste. Mais si on se retrouve dans une situation comme celle-ci, c'est qu'il y a un problème. Et ce problème-là, c'est-à-dire que les problèmes, la situation qu'a vécu le Mali pour aboutir à un coup d'État n'est pas isomorphe, identique à celle du Burkina Faso, et qui n'a rien à voir avec celle du Niger. Donc vous voyez que les problèmes sont des problèmes disparates, et on veut appliquer une règle homogène à des situations disparates. C'est marcher sur la tête. On se retrouve dans quelques instants pour la troisième et dernière partie de notre émission. À tout de suite. NCA, la nouvelle chaîne africaine.